Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cet après-midi et cette soirée. Je m'appelle Philippe Duport, je suis journaliste et je connais bien l'ADI pour y avoir consacré régulièrement des chroniques sur France Info. J'ai même eu le plaisir de recevoir Maria Novak il y a une dizaine d'années. J'en garde un souvenir très lumineux et je sais ce qu'elle a représenté pour vous. C'est avec une autre émission, une émission inédite. Oui, car l'ADI a voulu que cette introduction ressemble à une émission de radio que nous allons ouvrir cette journée pour marquer cet anniversaire. Vous allez le voir, nous aurons des invités de choix. Mais tout de suite, nous allons regarder ensemble une vidéo, un petit zapping qui retrace ces 35 années, des images d'archives, des photos, des reportages, au fil desquels vous retrouverez évidemment Maria. On regarde ensemble ce petit film. Que faire lorsque l'on est RMiste ou chômeur longue durée et que l'on veut créer une entreprise? Jusqu'en 1989, il ne fallait pas compter sur les banques qui, c'est bien connu, ne prêtent qu'aux riches. Depuis cette date, il existe l'ADI, l'Association pour le droit à l'initiative économique. Créer son entreprise ou améliorer son activité, c'est aujourd'hui possible grâce à la participation de l'ADI. Elle a fait de sa passion sa nouvelle activité professionnelle. Elle a emprunté 2 fois 1 000 € auprès de l'ADI pour se lancer. Chaque semaine, grâce à l'ADI, plus de 200 personnes ouvrent leur boîte. Depuis 7 ans, une association, l'ADI, prête aux chômeurs qui ont une idée pour créer leur propre emploi. Parce que j'ai trouvé que c'était une idée juste de dire que chacun a droit à une égalité de chance et que finalement tous devraient être capables de créer une entreprise. En public et en direct de l'Agora du Ground Control. Une émission spéciale pour les 35 ans de l'ADI. Vous allez assister à la Grande Émission. On va maintenant passer donc à la grande émission. 45 minutes avec nos invités que je vous présente. Alors, un peut-être, vous l'avez reconnu. Il s'est mis au milieu, tiens, par hasard. Emmanuel Landais, directeur général de l'ADI. Nous avons aussi avec nous, mais là, vous ne la reconnaissez pas, enfin, je ne pense pas, Mélissa Castor, parce qu'elle nous vient de Guyane. Elle est directrice territoriale Guyane, bravo. Waouh! Ça, c'est de la bienvenue. Merci beaucoup pour elle. Sébastien Lahotte, directeur général adjoint. Alors, qui nous vient cette fois de PACA, Chanaël Ben Salem, elle est conseillère. Xavier Fabre, directeur de la proximité. Et enfin, Claude Deschelette, vous êtes l'une de vos 1200 bénévoles et vous venez de la région Île-de-France. Avant
Avant de vous donner à chacun la parole, je voudrais juste vous poser une question à toutes et à tous. Depuis combien de temps vous êtes à l'ADI, Chanaël? Ça va bientôt faire 4 ans. 30 ans. Xavier? Pardon. Bientôt 8 ans. 32 ans. 32 ans. Record à battre. 14 ans. Combien? 14 ans. 14 ans? 14 ans, et Xavier? Septembre 1998, je vous laisse compter. Oh, il nous embête avec ces chiffres. 98, ça fait combien? Ça fait 26 ans? 26 ans. Ça fait 26 ans. On commence par toi, Emmanuel. Tu es certainement le mieux placé pour nous raconter l'histoire de l'ADI, pour revenir sur ces 35 ans, dont il faut le dire, hein, ça a été une rencontre marquante, de nombreuses années passées en compagnie de Maria Novak. Oui, merci Philippe. D'abord, je précise, c'est toi qui m'as dit de me mettre au milieu, hein, c'est pas moi qui m'y suis mis d'office. Très heureux de vous retrouver, ça fait plaisir. On s'était vu pour les 30 ans de l'ADI il y a 6 ans. Voilà. Je salue, oui, je vous laisse faire le petit calcul. Effectivement, il y a une impasse arithmétique. Très heureux de retrouver tout le monde. Et un salut particulier pour les collègues des Outre-mer qui nous ont rejoints. Donc, la Guyane, Saint-Martin, la Guadeloupe, la Martinique, Mayotte, la Réunion et la Polynésie française qui nous ont offert ces jolis colis. On est tous couronnés, oui, effectivement. Voilà. Bon, malheureusement, comme vous le savez, les événements en Nouvelle-Calédonie ont un impact d'abord sur le territoire et aussi ont empêché la plupart de nos collègues qui avaient prévu de venir d'être parmi nous. On a la chance, parce qu'il était là avant les événements, d'avoir Warren qui est parmi nous, qui à lui tout seul représente la belle direction. On peut l'applaudir. Levez-vous, Warren. Levez-vous. Désolé, Warren. On a prévu une petite photo à la fin de cette séance, donc on la fera en saluant nos amis de Nouvelle-Calédonie et on leur enverra la photo pour qu'ils soient avec nous malgré tout. Il y a un stand auquel vous pourrez participer. Je voulais aussi avoir une pensée pour ceux qui auraient dû venir et qui n'ont pas pu venir parce qu'ils sont malades ou ils ont eu un empêchement. En particulier pour notre ami le populaire Mathieu Barrier qui souffre en ce moment. On pense à lui. Et on lui enverra aussi la photo de tout à l'heure. Voilà, alors les 35 ans, moi, je vais peut-être résumer, hein, ça risque d'être un petit peu long. 7 minutes, on l'avait dit. Hein. Long, ouais, voilà. Non, je voulais dire par rapport, et ça finalement, il y a beaucoup de choses qui ont changé en 35 ans, il y a aussi beaucoup de choses qui sont restées. Ce qui a changé, c'est d'abord la taille de l'association, vous en êtes la preuve vivante. Hein. Vous êtes aujourd'hui un peu moins de 800 présents, même si tout le monde n'a pas pu venir comme je l'ai dit. Et puis on a évidemment fortement développé l'activité. Ce qui a changé aussi, c'est le regard de la société, du pouvoir public, de certains de nos partenaires sur l'entrepreneuriat, qui aujourd'hui a un phénomène massif. Il y a eu 1 million de créations d'entreprises l'an dernier et encore l'année précédente. Il y a encore beaucoup à faire, hein, mais ça c'est un des combats importants de Maria. C'était tout aussi important que le développement des activités de l'ADI, c'était le travail de plaidoyer pour convaincre que la création de son propre emploi, c'était une voie d'insertion qui méritait d'être soutenue et reconnue, et le microcrédit était un levier pour le développer qu'il fallait soutenir. Donc ça il y a eu des évolutions très importantes au cours des 35 dernières années, avec la création de l'auto-entrepreneur ou les aménagements sur les lois concernant le microcrédit, pour donner juste ces exemples. Ce qui a changé aussi, c'est que la solidité de l'ADI, vous êtes dans une structure qui a aujourd'hui une assise, qui a un modèle économique solide, hein, grâce au soutien de nos partenaires, grâce à nos résultats de notre activité qui nous permettent d'être relativement autonomes par rapport à nos financeurs, grâce aux bénévoles qui contribuent évidemment de façon très importante à ce modèle, et puis grâce, donc, je l'ai dit, à nos partenaires privés et publics qui nous permettent d'avoir une assise financière extrêmement solide. Et puis, ce qui a changé, enfin, surtout, c'est le professionnalisme des équipes. On disait qu'on était là depuis un certain nombre d'années. Moi j'ai commencé comme conseiller, comme Sébastien, comme Xavier. On était beaucoup moins bons que ce que vous êtes aujourd'hui, moins professionnels.
Et à chaque fois que je rencontre les conseillers, qu'on échange avec eux, je suis frappé du professionnalisme et des compétences qui ont été engrangées au fil des années. Et c'est un gros changement. Bon, ça, c'est les changements principaux que j'ai en tête. Il y a aussi beaucoup de choses qui demeurent. En premier lieu, les clients. Alors, les clients, leurs activités ont pu changer, mais on est très fiers aussi. Vous savez combien on est attaché à ce que l'a dit, et Maria l'était évidemment depuis le premier jour, attaché à ce que nous restions fidèles à notre public cible. Et c'est vrai que quand on regarde les grands indicateurs, on a toujours à peu près les mêmes proportions de personnes issues des quartiers politiques de la ville, des minima sociaux. Et les porteurs de projets d'aujourd'hui ressemblent beaucoup à ceux d'hier, et on est très fiers de ça, et on souhaite évidemment continuer à l'être. Ce qui a changé aussi, ce qui n'a pas changé non plus, vous en avez l'habitude, c'est notre souci permanent de l'efficacité. On est très friand, vous le savez bien, de tableaux de bord, de mesures d'impact, de chiffres, de la mesure de performance. On le doit d'abord à nous-mêmes, parce que c'est une façon de s'améliorer chaque année. On le doit aussi à nos partenaires, à nos financeurs. Et c'était aussi une préoccupation permanente de Maria d'avoir régulièrement des études d'impact et puis une évaluation de l'impact de nos actions qui puisse être faite régulièrement. On est en train de refaire une étude d'impact en ce moment même. Et puis, il y a un certain nombre de constantes. La dernière, qui est aussi évidemment un peu paradoxale, c'est que ce qui ne change pas, c'est notre souci de changer en permanence, c'est-à-dire de se remettre en question, de se renouveler, d'innover. Rien n'est jamais acquis. C'était aussi, pour ceux qui l'ont connu, c'était une des préoccupations permanentes de Maria de ne pas se reposer sur nos lauriers. Donc c'est une invitation aussi pour nous à poursuivre dans les... Comment, à ce titre-là, d'ailleurs, Emmanuel, tu résumerais la trace, l'héritage de Maria Novak? C'est un petit peu tout ça, c'est-à-dire que c'est à la fois une exigence par rapport à un certain nombre les racines de l'ADI, qui sont donc les racines du microcrédit tel qu'il est pratiqué partout dans le monde et que l'ADI a adapté en France, mais qui s'appuie finalement sur les mêmes principes. Et puis le souci de se remettre en question, parce que ce qu'on a fait, on est très fiers, il y a 35 ans de résultats extrêmement positifs qui sont, je crois, reconnus par tous, par nos partenaires et notre environnement. Mais bon, on voit aussi tout le chemin qui reste à faire. Et dès cette année, il y a évidemment beaucoup d'enjeux, vous le savez bien. Et au-delà, l'idée, c'est pas juste et c'est déjà beaucoup, d'aider quelques personnes, quelques dizaines de personnes, quelques milliers de personnes chaque année. Mais Maria a écrit un livre qui s'appelle « La révolution du microcrédit ». Et l'ambition ultime, qui prendra évidemment le temps qu'il faut, c'est aussi de révolutionner à notre modeste échelle, en ayant conscience de nos limites, révolutionner l'économie, la société du mieux qu'on peut. Merci Emmanuel. Je me tourne vers Mélissa. Merci beaucoup. Merci pour lui. Vous avez aussi une belle histoire. Vous avez commencé comme stagiaire. Vous avez gravi tous les échelons des postes locaux. Racontez-nous un peu votre parcours. Et aussi, il faudra que vous nous parliez des activités de l'ADI Outre-mer, que vous sortiez de la Guyane et que vous nous fassiez un portrait un petit peu de l'Outre-mer, l'action de l'ADI en Outre-mer. Bonjour à tous. Sur votre parcours. Bel bonjour tout le monde. Si vous le permettez, Philippe, j'aimerais profiter de cette occasion pour remercier chaleureusement Alexandre Uteki, qui en 2010, en tant que directeur territorial de l'ADI Guyane, a porté son choix sur ma candidature pour le poste d'assistante administrative. Et Jérôme Trinel, directeur régional de Gouane, qui m'a permis de me challenger et de mettre à profit mon savoir-faire et mon savoir-être à travers les différents postes que j'ai pu occuper. Le poste de conseillère ADI experte, directrice territoriale adjointe de l'ADI Guyane et maintenant, depuis juin 2023, le poste de directrice territoriale de Guyane. Vous êtes au top, là. Au top. Merci. Je réponds à votre question. L'ADI en Outre-mer
occupe une place très importante. Il est nécessaire de remercier notre fondatrice, Maria Novak, qui a eu cette merveilleuse idée d'exporter l'ADI dans nos territoires. Parce qu'en 2023, 9000 créateurs d'entreprises et entrepreneurs, grâce au microcrédit, ont pu créer et développer leur activité professionnelle et contribuer par la même occasion au développement de leur territoire. En Outre-mer, donc. Exactement. Ouais, 9000, c'est l'ensemble des Outre-mer. Hein. C'est bientôt ça, la Guyane, je parle de l'Outre-mer. Vous savez, Philippe, en 2023, l'encours du microcrédit était de 3 millions d'euros. 45% de cet encours est dédié au territoire d'Outre-mer. Ceci représente 136 millions d'euros. Je vais vous donner l'exemple de la Guyane, puisqu'il s'agit de mon territoire. 5 millions d'euros est réinjecté dans l'économie locale et parmi les entrepreneurs financés, 55% sont bénéficiaires des minima sociaux, 61% habitent en QPV et 34% sont sans diplôme. Ceci passe par le développement de notre activité. Quand j'intègre l'ADI en 2010, la direction Guyane, Martinique, Guadeloupe, Guyane, Saint-Martin n'était pas encore ouvert, nous étions moins de 50 salariés, bénévoles inclus. Aujourd'hui, vous savez, nous sommes combien? Dites-nous. Nous sommes plus de 80 salariés. Bravo. Nous avons 16 antennes en Guyane et 4 agences mobiles. Pour revenir à mon territoire, Alexandre Rutéki présent, nous étions 5 salariés à l'ADI Guyane. Nous avions 2 agences, une sur Cayenne et une sur Saint-Laurent-du-Maroni. Aujourd'hui, nous sommes plus de 27 salariés, avec 7 antennes et une agence mobile. La dernière, qui vient d'ouvrir sur Grand Santi, c'est une commune enclavée qui n'est desservie que par voie aérienne ou fluviale. Et je profite pour saluer Toussiana, qui n'est pas parmi nous, qui est la conseillère sur ce poste. Ceci a été possible grâce à l'une des particularités de l'ADI, qui est notre action de proximité, la mission d'aller vers. Et le fait aussi d'avoir fait le choix de nous implanter dans des quartiers prioritaires et dans des communes enclavées. Ceci a aussi permis de toucher un public qui, sans cette action de proximité, ne serait pas venu vers l'ADI. Aujourd'hui, nous arrivons à toucher les travailleurs informels et leur permettre de franchir le cap de la formalisation. N'hésitez pas si vous avez une histoire ou un exemple pour illustrer. Bien sûr, ça viendra. Je vous donnerai l'histoire. Vous me l'avez promis, hein. Elle fait partie de mon passage. Voilà. Donc du coup, pour revenir à ça, vous savez la particularité également de la Guyane, 100% de nos agences sont en quartier prioritaire ou dans des communes enclavées. Afin d'être vraiment concentrés sur ce public cible, puisque les territoires d'outre-mer, voilà, il y a un décrochage scolaire important, un taux de chômage très important, donc les personnes sont obligées aujourd'hui de créer leur entreprise pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Pour vous permettre d'avoir une idée de cet impact. Merci Mélissa. De l'histoire de l'ADI dans la vie d'une personne. On avait un peu préparé. Je vous donnerai un exemple qui marque un peu mon parcours à l'ADI. En 2016, je suis assistante administrative. Monsieur Jean-Lucien Dumont, travailleur indépendant informel, bénéficiaire du RSA, habitant en QPV, il exerce une activité de barbeur ambulant dans son quartier et dans d'autres quartiers. Il décide aujourd'hui de se lancer sur d'autres horizons, élargir son activité informelle. Du coup, il a besoin d'un financement de 5 000 €. Il est financé. L'activité, un an plus tard, se développe. Il pense à la formalisation.
Il décide donc de s'immatriculer en tant que micro-entrepreneur. Il a aussi cette idée qui le trottine de pouvoir ouvrir son propre salon de coiffure. Mais il heurtait un obstacle puisqu'il n'avait pas le brevet de coiffure, donc ne pouvait pas tenir son propre salon. Il décide donc, avec l'aide d'une bénévole, Nathalie Poirzan, une ancienne bénévole qui n'est plus parmi nous, de passer une VAE afin d'obtenir ce brevet, chose qu'il obtient. Aujourd'hui, M. Jean-Lucien Dumont a implanté son salon dans son quartier de départ où il exerçait en informel et forme des apprentis dans le secteur de la coiffure. Merci beaucoup. Voilà. Et je terminerai en remerciant les salariés et les bénévoles qui œuvrent activement et quotidiennement pour la pérennité de l'ADI en Outre-mer. Merci. Merci Mélissa. Merci beaucoup Mélissa et merci d'avoir respecté les consignes, la règle du jeu, l'exemple évidemment, l'exemple qui tue là, l'histoire qu'on va retenir. Je me tourne vers vous maintenant Sébastien, ou toi Sébastien Lahotte, pour nous parler de ton engagement, un engagement qui je crois, enfin je suis sûr même, est marqué par une rencontre. Oui, en effet, moi je suis arrivé à l'ADI en 1994 et j'ai commencé par une rencontre non pas avec Maria, mais avec le vice-président de l'ADI, Francis Bourg, qui m'avait reçu pour mon entretien d'embauche. Et alors il m'avait posé la question, quel est le plus grand danger pour l'ADI? Alors vous devez connaître la réponse si vous lisez les éditos de l'essentiel. Moi je pensais, j'avais dit c'est que le risque dérape ou quelque chose comme ça. Il m'avait dit non. Le plus grand danger pour l'ADI, c'est qu'elle s'éloigne de son public cible. Voilà. Et ça m'a toujours, cette phrase de Francis m'a toujours marqué. Et je suis très fier de rendre aujourd'hui hommage à Francis et à Maria et de leur dire l'ADI ne s'éloigne pas évidemment de son public cible, comme nous l'a rappelé encore Mélissa. Donc moi je suis arrivé à l'ADI en 1994 et c'était en fait une période charnière. Alors c'était pas la création de l'ADI, mais l'association avait déjà en fait quelques années, quelques centaines de microcrédits et on terminait en fait la phase d'expérimentation-action. C'était la phase à l'issue de laquelle on allait décider si on passait au déploiement sur l'ensemble du territoire, dans l'Hexagone et dans les Outre-mer, ou alors si ça s'arrêtait, parce que c'était la première expérience de transposition du microcrédit dans un pays développé, et voilà, on n'était pas certain que le concept allait fonctionner. Et donc, voilà, fin 93, l'étude d'impact était tombée, la première, et la décision était prise de déployer le réseau de l'ADI. Alors c'est formidable, j'ai déployé le réseau de l'ADI, vous dites c'est chouette, on attaque tout de suite toutes les agences, etc., etc. Mais non, parce qu'on avait beaucoup de difficultés à l'époque. D'abord, l'ADI était très fragile financièrement. Il n'y avait pas d'argent. Certaines fins de mois étaient assez tendues en trésorerie. Il fallait attendre que l'ensemble des remboursements des crédits soient encaissés pour pouvoir décaisser les suivants. Donc on n'avait pas d'argent. On avait fait quelques centaines de microcrédits, donc on n'avait pas vraiment de bilan non plus. Et Emmanuel l'a rappelé, on était beaucoup moins bons que les conseillers d'aujourd'hui. Donc non seulement on faisait des microcrédits, mais on ne les faisait pas toujours très bien. Et voilà, la valeur probante du microcrédit n'était pas encore tout à fait avérée. Et puis, on n'avait pas non plus vraiment d'équipe. Voilà, moi, quand je suis arrivé, il y avait une dizaine de permanents à l'ADI en tout et pour tout. Qui plus est, voilà, des gens comme moi, très jeunes, j'avais 24 ans, la moyenne d'âge devait être autour de 25. Voilà, totalement inexpérimenté, peut-être compétent, mais moi en tout cas j'ai pas été recruté pour mes compétences, j'ai été recruté parce que je coûtais pas cher, parce qu'en fait je suis arrivé dans le cadre de mon service militaire et l'ADI était très intéressé par les ressources bon marché parce qu'on n'avait pas d'argent. Voilà. J'allais te demander quelle était ta formation, ton parcours en quelques mots juste avant. Alors moi j'ai fait Sciences Po à Grenoble et puis après j'ai fait un 3e cycle en économie. Autrement dit, je savais pas faire grand chose. Parce que j'étais totalement inexpérimenté et une connaissance assez universitaire du microcrédit, mais une connaissance de la vie, des clients de l'ADI qui était totalement nulle. Et alors vous vous dites comment on est là, voilà, 35 ans après, vous connaissez l'ADI telle qu'elle est aujourd'hui, donc ça veut dire que dans cette phase charnière, finalement, malgré le peu d'atouts à notre disposition, ça a marché. Alors pourquoi ça a marché ? Pourquoi on a finalement réussi à implanter notre réseau ? Il y a eu 4 ingrédients en fait.
Premier ingrédient, Emmanuel, Mélissa l'ont rappelé, c'est évidemment Maria Novak. Pourtant, ce n'est pas Maria qui s'est déplacée au début dans toutes les régions pour tisser tous les liens. Mais par contre, nous, on avait pratiquement tous les jours l'exemple de Maria sous les yeux. On voyait son courage, sa détermination, son audace, son culot. Et voilà, c'était la référence qu'on avait, c'était la seule. Et on a tous essayé un petit peu de faire pareil, c'est-à-dire qu'on y est allé effectivement avec comme ça beaucoup d'énergie, beaucoup de naïveté aussi, mais à fond, hein, à l'image de ce qu'elle faisait. Elle ne nous manageait pas, elle ne nous disait pas comment faire, mais on voyait comment elle était, comment elle faisait, et finalement, on a tous été Emmanuel, Bruno Gauthier qui était déjà là, Jean-Marc Evald, Yves Jarlan, qui sont tous là aujourd'hui. Voilà, on a tous essayé un peu de faire pareil. Le deuxième ingrédient, justement, je pense que c'était ça. C'était la naïveté, la candeur, la force de la jeunesse, l'inexpérience, parce que finalement, on s'est démarqué comme ça. Quand on allait rencontrer en fait des élus, quand on allait rencontrer des décideurs, je pense que finalement, ça nous différenciait pas mal des autres. Et ce qui aurait pu être un inconvénient, et finalement je pense, était un atout. Troisième ingrédient, ça a été des rencontres. C'est vrai qu'on a eu la chance de trouver sur notre chemin des partenaires, des gens souvent extraordinaires. Il fallait quand même avoir une certaine dose aussi de courage, d'audace pour dire banco à l'époque, en 94, quand un Emmanuel Landais, plus tard un Xavier Fabre, débarquait dans le bureau et vous disait voilà, moi je viens vous vendre une super idée, c'est le microcrédit. Ah, c'est quoi? Vous en avez fait combien? Pas beaucoup, ça marche, on pense que oui. Et on a trouvé des gens qui ont cru, malgré ce socle qui, somme toute, était relativement faible, relativement modeste. Moi, je me souviens notamment, ça m'a beaucoup marqué, le président du Crédit Mutuel de Bretagne. Un Crédit Mutuel de Bretagne, en Bretagne, c'est quand même quelque chose, et son président encore plus. Eh bien, cette personne-là, effectivement, alors que l'ADI n'était rien, il a signé le partenariat avec l'ADI, premier partenariat bancaire en région de l'ADI, et il a fait en sorte que ce partenariat devienne une réalité, devienne quelque chose de concret, qu'on puisse décaisser des prêts avec le Crédit Mutuel. Et pour ça, il a fallu qu'il embarque ses équipes, qu'il convainque des salariés qui n'étaient pas tous convaincus, on l'a vu d'assez près à certains moments. Et ce sont des rencontres comme ça qui ont permis aussi à l'ADI de réussir, de petit à petit s'implanter en région. Puis le quatrième ingrédient, c'est évidemment les clients de l'ADI. On n'avait pas beaucoup d'éléments pour prouver que le microcrédit allait être impactant, mais chaque jour qui passait, en parallèle de ces démarches de partenariat, on rencontrait aussi des clients, on instruisait les dossiers, on les finançait. Et jour après jour, en finançant des clients, on était un peu plus convaincus de la pertinence, de l'impact que ça allait avoir. On était un peu plus convaincus chaque jour que le droit à l'initiative économique, c'était quelque chose d'extrêmement puissant pour donner aux gens de nouveau la maîtrise de leur destin. Et ça, je pense que ça a été aussi quelque chose d'extrêmement fort et qui nous a permis, malgré toutes ces difficultés, d'emporter la conviction en Bretagne. On a convaincu le Crédit Mutuel de Bretagne, assez vite un conseil départemental de nous filer une petite subvention parce qu'il fallait, il fallait aussi avoir un petit peu d'argent pour payer les dépenses, couvrir, payer quelques salaires. Et c'est grâce à ça. Et moi, je me souviens notamment d'un client qu'on a financé il y a 30 ans qui m'avait beaucoup inspiré. Et par hasard, j'ai appris là qu'on venait de le refinancer ces derniers jours. C'est quelqu'un qui a eu une très belle réussite économique. Et puis, malheureusement, la crise sanitaire a eu raison de son activité. Est-ce que tu peux être plus précis sur l'organisation événementielle? Voilà, c'est un jeune homme qui était dans l'organisation de mariage quand je l'ai financé la première fois en 95. Sa boîte s'est développée jusqu'à arriver à plusieurs millions de chiffres d'affaires. La crise sanitaire l'a mis à terre. Et il y a quelques jours, en fait, il nous a recontactés. Il a rencontré un conseiller qui est ici dans la salle Michel et que je remercie de l'avoir reçu. Et il est reparti avec nous. Et moi, je suis très fier de ça parce que ça veut dire que 30 ans, 35 ans après, on porte toujours le même regard positif sur nos clients. Quand quelqu'un se présente à nous, même s'il a eu les pires galères du monde, on voit l'opportunité, on voit la chance qu'il représente. Et voilà, je suis très fier que 30 ans après, de nouveau, l'ADI ait pu le remettre en scène. Merci beaucoup, Sébastien. On passe à Chanaël Ben Salem. Chanaël, on peut l'applaudir. Oui, on peut l'applaudir dès maintenant. Oui. Merci.
Parce que c'est vrai que son histoire, elle fait plaisir à entendre. Un peu comme Mélissa, c'est l'histoire d'un accomplissement, d'un épanouissement. Vous montrez que finalement, elle a dit tout est possible. C'est ça, exactement. Tout est possible. Je l'ai fait. Du coup, j'ai commencé ma carrière à l'ADI. Alors, je ne sais pas si c'était parce que je coûtais pas cher. Je pense que c'était quand même pour mes compétences, Sébastien. J'espère. Abdès me le confirmera. Toi, oui, j'en suis sûr. J'espère. Donc, j'ai été recrutée en 2020 au service recouvrement de l'ADI. Donc, j'ai découvert l'ADI en même temps. Service recouvrement. Je ne sais pas si on vous avait bien entendu. Le service recouvrement, c'est mieux. Voilà. Il y en a là. Donc, j'ai commencé là-bas. Sur la plateforme où on était pas mal, on était une bonne cinquantaine je pense, et donc il y avait l'accueil et le recouvrement. J'ai bénéficié des formations, donc forcément pour développer le recouvrement et les outils de l'ADI, et ensuite j'ai été assez à l'aise sur mon poste. J'avais une bonne centaine de clients à gérer par mois, et en fait j'ai découvert que le recouvrement à l'ADI c'était vraiment quelque chose d'agréable en fait, de facile, de fluide, parce que au fur et à mesure des mois où je travaillais, je prenais contact en fait avec les conseillers en réseau, et je me rendais compte qu'en fait les conseillers avaient un lien qui était créé avec leurs clients qui était juste quand même assez incroyable, ce lien de proximité, de confiance. Et quand j'appelais les personnes qui étaient malheureusement en impayés, qui avaient des problèmes, ils n'avaient pas du tout de réticence à me dire « Ah, vous êtes de l'ADI ? Ah oui, d'accord, écoutez, oui, on va trouver une solution. » Vraiment, c'était toujours très fluide, très facile, en fait, au final. Donc, ça a été vraiment quelque chose de très agréable pour moi. Mon expérience au centre du recouvrement a été vraiment très bénéfique. Mais vous avez eu envie de faire autre chose. Oui, voilà. En fait, je me suis dit... pourquoi pas continuer, pourquoi pas aller plus loin, en fait, et passer de l'autre côté de la barrière. Vraiment, les conseils que j'avais au téléphone me donnaient envie, en fait, parce que bon, forcément, on discute un petit peu quand on s'est au téléphone, on profite pour se donner des nouvelles. Et vraiment, leur expérience me donnait envie, et je me suis dit, mais pourquoi j'essayerais pas ? Et tout simplement, l'opportunité s'est présentée à Nîmes, du coup, et j'ai postulé, et j'ai été prise, mon DT m'a prise. Je suppose aussi pour mes compétences, j'espère. Il me confirmera aussi. Mais du coup, je suis donc partie à Nîmes, où pareil, j'ai eu la formation de conseillère. Vous étiez dans les Hauts-de-France auparavant, c'est ça Pardon ? Vous étiez dans les Hauts-de-France auparavant, c'est ça ? C'est ça, oui. J'étais dans le Nord-Pas-de-Calais, dans les Hauts-de-France, et je me suis retrouvée... voilà. Et je me suis retrouvée dans le sud de la France. Donc j'ai fait vraiment une diagonale. Ça a été... une descente. Donc ça a été un peu compliqué au début, déjà niveau langage, parce que, on va pas se mentir, on se dit quoi, personne ne me comprenait, il y a que qui me comprennent là-bas, donc ça a été un peu, mais ça va, les clients se sont adaptés, et maintenant ils ont l'habitude. Et du coup, donc je suis arrivée à Nîmes, et formation, pareil, au poste de conseiller. Les outils, ce qui était avantageux, c'est que je les connaissais déjà, et j'avais quand même un peu le discours de l'ADI et les connaissances. Donc j'ai, pareil, évolué sur mon poste. Et je faisais toujours du recouvrement en fait. Quand on est conseiller, on fait également du recouvrement. Donc ça va, j'étais plutôt à l'aise. Mon équipe, je pense même aussi pour soi, parce que je leur fais des appuis sur leur dossier. Et en fait, petite anecdote un peu rigolote, j'ai commencé du coup à récupérer le portefeuille de ma collègue qui était sur place. Et j'ai fait son recouvrement en fait. Et en fait, en appelant un client, je l'ai entendu, il m'a dit « Oh, Madame Ben Salem, c'est vous ? Mais je comprends pas, je suis pas déjà au recouvrement. » Donc j'avais pas, je dis non, vous êtes pas au recouvrement. Il me dit si, vous m'avez appelé il y a plusieurs mois, vous êtes au service recouvrement. En plus j'étais au niveau 2, précontentieux. J'ai dit non, en fait, vous inquiétez pas. Il dit mais je comprends pas, j'ai qu'un seul impayé. Donc il était un peu paniqué, je l'ai rassuré. Je lui ai dit non, vous inquiétez pas, en fait, je suis devenue conseillère, je suis plus au service recouvrement et en fait je vais devenir votre conseillère du coup. Et donc là, il m'a dit « Ah bon ? Ah du coup, je vais faire attention aux mensualités. » J'ai dit « Oui, faites attention aux mensualités parce que... » Voilà, quoi. Merci. Et en fait, pour tout vous dire, ce monsieur, je l'ai refinancé, en fait, l'année dernière. Et ça se passe très bien, il n'a pas d'impayé. Qu'est-ce qui vous plaît dans votre nouveau métier ? Qu'est-ce qui vous plaît dans votre nouveau métier ?
Alors, de en fait, ce conseillère? que j'aime énormément, c'est que forcément, j'ai un contact avec les clients qui est totalement différent, parce que là, je les ai en face de moi. Au service recouvrement, on était au téléphone. Et en fait, j'ai cette possibilité également de sortir du bureau. Je fais énormément d'aller vers. En vérité, j'adore ça. Si je pouvais faire que ça, je le ferais. Mais bon, j'ai d'autres missions. Et du coup, je vais voir directement mes clients, en fait. Donc, je leur rends visite, alors visite de courtoisie, pour prendre de leurs nouvelles, pour continuer à créer du lien avec eux et le garder, ce lien. Des fois, ça peut être... des fois, ils ont des impayés, on en parle directement. C'est plus facile pour eux, en fait, de m'avoir en face d'eux qu'au téléphone. Et j'essaie de faciliter, du coup, les échanges avec eux. Mais c'est vraiment quelque chose qui me plaît énormément. Là, les verts, c'est un peu mon dada. Merci beaucoup. Merci beaucoup, vous. Chanel. Je me tourne maintenant vers mon voisin Xavier Fabre. Xavier, la proximité, c'est ta devise, ta responsabilité aussi. Mais sous ce mot proximité, il y a plusieurs significations. Hein. Lesquelles? Alors, moi je suis directeur du Aller Vert. Ce que vient de dire Chanel est très important dans notre métier. Le terrain, parce que le Aller Vert c'est un autre mot pour terrain, c'est fondamental. Le terrain c'est un autre mot pour microfinance aussi. La microfinance c'est un secteur qui nous dépasse et c'est cette méthodologie qu'on applique en fait. Et donc ça consiste en fait à toujours partir de notre public cible, d'aller sur place et d'apprendre au travers d'eux. Et on l'a travaillé de manière très différente au cours des années. On a d'abord créé des agences, Sébastien en a parlé. Alors moi, Mélissa, j'aime beaucoup tes agences en Guyane, mais en Auvergne, parce que moi je suis d'outre-mer aussi, on a créé à Issoire il n'y a pas longtemps, à Montbrison, dans des petites communes. Et ce réseau, progressivement, arrive à près de 200... Il y a 3 Auvergnats dans la salle. 200 agences, oui. Ah, merci. Donc ce travail de proximité, ce travail d'agence physique, ce travail de camions, alors je crois que tu l'as dit Mélissa, on a une quinzaine de camions au sein de l'ADI, c'est un atout de l'ADI, c'est une méthodologie de microfinance. Moi je vais vous raconter, c'est un truc tout bête, on apprend avec les clients quand on va chez eux, quand on les voit sur leur lieu de travail. Je me souviens moi alors si vous allez à Clermont-Ferrand, allez voir Informatique 2000. Alors c'était un client à moi qui était, c'était en 2000, qui n'avait pas d'argent et qui cherchait 4 000, 5 000 euros pour acheter un ordinateur. Il était vendeur informatique. Informatique 2000. Il m'a dit c'est génial comme nom parce que c'était l'an 2000. Alors j'ai un bénévole qui m'a dit oui mais ça va... Alors, parce qu'on mal vieillir. Ça va mal vieillir. Alors, il m'avait dit ça. Donc voilà, le comité de crédit nous servait entre autres à ça. Et d'ailleurs, si vous allez à Clermont-Ferrand, il existe toujours, c'est Monsieur El Kadri. Alors bref, j'avance. Donc en allant sur place, qu'est-ce que ça m'apporte en fait? Qu'est-ce que ça nous apporte? Ben, en fait, je suis arrivé, alors j'avais financé 4 000 euros, un ordinateur, je rentre dans la boutique, et la boutique, il y avait du stock partout. Il y avait partout, c'était tout rempli. Et je rentre là, et je me dis, mais Monsieur El Kadri, si vous avez fait, comment vous avez acheté tout ça? Ah, il y a un petit secret, vous savez, M. Fabre, un créateur d'entreprise, il faut être débrouillard et tout. Mais je dis, Monsieur El Kadri, vous avez cramé la boutique, vous avez pris des crédits ailleurs et tout. Il dit, non, regardez, monsieur Fabre. Il tape sur les cartons, ils étaient tous vides. J'ai dit, formidable, Monsieur El Kadri. Et j'ai dit, mais mon ordinateur, moi, mais il dit, regardez, il est là, votre ordinateur. En fait, il avait acheté un ordinateur. Le nôtre, enfin celui de l'ADI, avec l'aide de l'ADI. Il vendait cet ordinateur-là, les gens disaient je veux celui-là, et lui disait ah c'est dommage, faites voir, ah ben j'en ai plus, donc on va payer tout de suite et je vous le livrerai demain. Et là, vous savez, on apprend beaucoup au contact des créateurs parce qu'ils sont débrouillards. Voilà, et depuis, Philippe, moi quand j'étais conseiller, j'avais la chance d'avoir la confiance de Sébastien et d'Emmanuel, qu'est-ce que je regardais chez les clients? Le stock. Non, leur débrouillardise. Leur débrouillardise. Et ça, il ne faut pas le perdre. Et quand Maria est venue, parce qu'on a parlé de Maria tout à l'heure, elle a quitté l'ADI, enfin la présidence de l'ADI en 2011. Puis après, on ne l'a plus bien vue, elle s'occupait de l'international, etc. Puis en 2019, elle a fait une tournée avec un camion, elle est allée voir des antennes en milieu rural. Et alors les collègues qui sont là, Manon, Aurélie, etc., ont vécu ces moments-là. Et nous, on l'observait, du coin de l'œil, on l'a scruté, on l'a regardé, parce que, vous savez, elle nous faisait peur un petit peu. On se disait, mais est-ce qu'on fait bien? Alors, dans le camion, des fois, je conduisais, et je lui disais, ça va, Maria, c'est bien, vous en pensez? Puis elle me disait, c'est bien, oui. Vous savez comment elle fait? Je l'imite très bien, d'ailleurs. Elle me faisait comme ça, elle faisait...
Oui, Xavier, c'est intéressant de parler avec les clients, j'aime bien. Bon. Bref, mais je m'inquiétais, hein, Philippe. Et puis à la fin de ces 3, je veux vraiment remercier les collègues qui ont permis les rencontres avec les clients, à la fin de ces trois visites là, alors j'ai insisté au moment du repas, bon, qu'est-ce que vous en pensez au fond? Et elle me dit, vous savez Xavier, ce qui me fait très plaisir, c'est que le public, il n'a pas changé, c'est les mêmes créateurs, c'est pas les mêmes activités, mais ils ont cette débrouillardise, ils ont cette flamme là du droit à l'initiative économique. Et elle m'a dit, ce qui me fait très plaisir, c'est que le regard que portent nos collaborateurs, les bénévoles qu'elle avait rencontrés et les clients et les conseillers, le regard qu'ils portent sur le client n'a pas changé. C'est le même depuis l'origine. Vous ne pouvez pas savoir comme j'étais content qu'elle me dise ça. La première chose que j'ai fait, c'est que j'ai appelé Emmanuel pour lui dire, tu sais ce que m'a dit Maria, et ça, je vais vous dire franchement, parce que je l'ai vécu dans plein de réunions, on aurait pu dévier. On aurait pu dévier de public, on aurait pu dévier de regard. J'ai assisté à des réunions où la question se posait. Et même, je vous avoue, Philippe, que même moi, des fois, pour titiller un peu Emmanuel, je dis, oh, regarde, on pourrait augmenter le montant moyen. Si on augmente le montant moyen, ça permet d'avoir plus d'encours, plus de produits. Et en fait, on ne l'a jamais fait. Vous savez pourquoi? Parce qu'on a eu la chance d'avoir Catherine Barbarou, ensuite, Frédéric Lavenir, et on a la chance d'avoir la direction générale qu'on a. Vraiment, moi, je les remercie de nous avoir permis de continuer dans cette continuité. Et ça vaut des applaudissements. Merci beaucoup, Xavier. J'ai pas fini, Philippe. Tu m'as dit, Philippe... Ah non, je suis désolé. Parce que là, on n'est pas loin de la fin quand Philippe, même. Tu m'as dit, il faut préparer, pour une intervention de 7 minutes, il faut préparer 2 heures. Et en fait, je me suis trompé. J'ai préparé en 7 minutes. Mais je vais parler par 2 heures. Non, une dernière chose que j'ai fait avant de venir, parce que j'étais très stressé, je suis allé voir les 30 ans de l'ADI. Aujourd'hui, c'est 35, hein, c'est pas beaucoup. Hein. Il y a 5 ans, Maria était là. Vous pouvez le voir sur YouTube, je vous invite à aller voir, il y a toute la cérémonie. Et le journaliste, un peu comme... Alors, c'était pas toi, petit, c'est dommage, d'ailleurs. Philippe, c'est dommage. Pose à Maria, alors l'avenir de l'ADI, c'est quoi? Alors là, elle a répondu comme ça. Et je pense que c'est valable, encore aujourd'hui. Elle a dit, pour moi, l'avenir de l'ADI, ça se définit dans son nom. L'Association pour le droit à l'initiative économique. Elle a insisté comme ça, sur le droit, vous verrez. C'est un droit, comme chacun le sait, qui est pour tout le monde. Et donc elle dit, l'avenir de l'ADI, c'est de transformer une innovation sociale utile, on est une innovation sociale utile, en un véritable droit à l'initiative économique. Je crois qu'elle n'attendait pas de nous qu'on fasse 20 000 prêts, 27 000, 30 000, 50 000, l'AP1, l'AP2, l'AP3, vous comprendrez. Ce qu'elle attendait de nous, c'est que toute personne qui se lève ce matin et qui dit « j'aimerais créer mon entreprise, mais il me manque 3 000 €, qu'il ait le droit à l'initiative économique. C'est ça qu'elle attendait de nous, et puis on va continuer comme ça. Hein? Oui. On va donner la parole à Claude Deschelette. Claude Deschelette, qu'il faut remercier parce qu'elle remplace au débeauté, au dernier moment, Marie-Josée Jumez, qui a été empêchée par un problème de transport. Claude, bénévole. Il y a pas, on parlait avec Marie-Josée, quand on est bénévole, on se dit qu'il n'y a pas de petits métiers, il n'y a que de grandes histoires. Et que ces histoires d'entrepreneurs, c'est des histoires de gens qui jouent leur vie, quoi. Qu'est-ce qui est important, d'après vous, dans votre vie bénévole? Qu'est-ce qui vous donne du sens à votre activité? Qu'est-ce qui vous donne envie de vous lever le matin? Alors, je parle pour moi, mais je vais surtout parler de manière plus générale de ce que nous disent les bénévoles, effectivement, qui choisissent l'ADI, parce qu'on peut être bénévole dans plein d'autres associations, et d'ailleurs on se fait tous un peu concurrence, surtout en ce moment. Mais ce qui, en tous les cas, est important, est très important pour les bénévoles qui viennent à l'ADI, ils nous le disent eux-mêmes, c'est donner du sens à leur expérience professionnelle, à leur expertise. Ils ont envie de contribuer à ces réussites qui ont été déjà évoquées par les uns et les autres, parce qu'on sait très bien qu'un entrepreneur accompagné, il a beaucoup plus de chances de réussir. Et donc, contribuer à ces belles réussites, c'est essentiel et c'est probablement le premier moteur pour les bénévoles. Et il y a de multiples façons d'y contribuer.
quand on est bénévole à l'ADI. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut avoir comme background, comme passé Pas de background, tous les backgrounds sont bienvenus. Les bénévoles à l'ADI ont des profils extrêmement variés et ça fait la richesse justement du collectif des bénévoles, c'est très important. Donc il y a surtout besoin évidemment d'adhérer à la raison d'être de l'ADI, d'être en phase avec ces valeurs qui sont un peu notre boussole à tous, salariés et bénévoles. Bon, et ça c'est la première chose, mais ensuite on vient avec cette envie de contribuer, l'expertise, on peut, avec ses connaissances. Et puis s'il y a besoin d'autres expertises, on a des programmes de formation qui sont très très bien faits, donc c'est pas un sujet. On vient surtout avec sa personnalité. Et c'est ça le plus important. Toutes les contributions sont précieuses, les plus j'allais dire, petites en durée, en temps disponible, ou les plus importantes. Tout est absolument précieux et bienvenu. Comment est-ce qu'on organise son action en parallèle du conseiller ou de la conseillère? Comment est-ce que ça se cheville, tout ça? Alors, on va dire, l'organisation un peu la plus importante et on va dire de base, c'est l'équipe intégrée, donc dans le réseau. En gros, un conseiller est entouré de quelques bénévoles. Bon, c'est le schéma le plus fréquent. Pas toujours le cas, mais c'est quand même le plus fréquent. Et on s'organise dans une très très bonne complémentarité entre salariés et bénévoles. Le bénévole participe beaucoup et surtout à des missions d'accompagnement financier, administratif, commercial, des projets des bénévoles. Il peut faire aussi de la formation. Il est complémentaire des conseillers. Il peut aussi ponctuellement, participer à des instructions de crédit. Et puis, donc, en général, un bénévole a un portefeuille de clients qu'il suit et qu'il accompagne. Et il participe à cet effort d'accompagnement qui est permanent. Mais les missions sont multiples. Hein. On peut également aussi être un très bon bénévole qui accompagne ou fait des missions d'aller vers qui ont été bien évoquées par Chanel notamment. Ça peut être des tandems salariés bénévoles pour faire des missions d'aller vers, être dans la proximité avec nos potentiels clients, parce qu'il faut souvent aller à leur rencontre. On peut être un peu ambassadeur de l'ADI. Il y a de multiples façons de contribuer à la réussite. S'il fallait retenir une histoire parmi les gens que vous avez accompagnés, les clients que vous avez accompagnés récemment, qu'est-ce que vous retiendrez? Qu'est-ce que vous pouvez nous raconter un peu? Alors, je ne vais pas parler de moi parce que récemment, j'étais surtout prise par des missions qui m'emmenaient au siège et un peu moins sur mon territoire Yvelines-Hauts-de-Seine. Mais je vais retenir une belle histoire qui a pris naissance sur le territoire d'Asnières, auquel je suis rattachée. C'est l'histoire de Flora qui a créé et donc ce sont mes amis bénévoles qui l'ont accompagnée, qui a créé une entreprise qui a beaucoup prospéré, qui consiste à proposer à Paris, elle se développe dans d'autres villes, des jeux de piste solidaires pour découvrir la ville sous d'autres angles que la vision un petit peu classique, en faisant découvrir justement les acteurs de l'économie sociale et solidaire. Et ça marche très bien. Elle a depuis grandi, elle a eu d'autres partenaires financiers que l'ADI, mais son histoire a bien débuté avec Créa Jeune et avec un accompagnement formidable de Didier. Il se reconnaîtra à Asnières, voilà. C'est un exemple parmi beaucoup d'autres. Voilà. Bravo, merci. Pour terminer, à quoi ressemble la journée type ou la semaine type d'un bénévole? Justement, il n'y a pas de semaine type parce que les bénévoles, ils s'engagent, mais ils s'engagent avec une flexibilité qui est bienvenue pour eux aussi, à laquelle ils tiennent aussi. Ça peut être une de mes journées d'accompagnement, de rendez-vous avec des porteurs de projets. Ça peut être une réunion d'équipe intégrée. Il n'y en a pas toutes les semaines, évidemment. Donc, c'est difficile de répondre à cette question. Mais cette variété d'émissions fait partie aussi de l'attrait d'être bénévole. Et je vais insister sur le fait que les bénévoles, ils sont depuis la création de l'ADI,
ils font partie du modèle. Et cette complémentarité très forte entre salariés, entre conseillers et bénévoles, de manière plus générale entre salariés et bénévoles, c'est un modèle qu'il faut évidemment faire durer le plus longtemps possible. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Je vais laisser à Emmanuel le soin d'apporter quelques mots de conclusion à ces échanges. Emmanuel, vas-y. Oui, ben je vois dans le fond de la salle que Frédéric Lavenir est arrivé. On salue Frédéric, c'est lui qui vous tracera les suites, les perspectives de l'ADI en fin de journée. Moi, je vais parler peut-être du court terme. Le court terme, c'est l'année 2024 qui est très bien démarrée. Il faut poursuivre sur la lancée du premier semestre avec une attention particulière sur la question du risque. On a parlé un petit peu avec Chanel tout à l'heure. Et puis, à encore plus court terme, on a cette belle journée qui est devant nous. On n'aura peut-être pas l'occasion de le faire en fin de séance, donc je vais en profiter pour remercier et saluer toute l'équipe d'organisation qui, sous la houlette dans le réseau au siège. Bravo. Sous la houlette d'Hortense, qui a piloté tout ça, qui a un peu raté la météo, mais c'était peut-être pour faciliter l'accueil des Bretons et des nordistes. Je me suis permis, parce que je suis à moitié breton, à moitié nordiste, donc ça, j'aurais pas osé. Et donc, je vous souhaite à tous une très belle journée. Merci. Merci à tous. Je vous laisse. Merci beaucoup à toutes et à tous.